Cyril Diabaté qui est là, qui va arriver d'ici quelques secondes avec nous. Yes. Ça va tout le monde? Ça va ou quoi? Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Comme avant soir. Cool. Salut. Tu m'entends? Ça va ou quoi, Pascal? Ouais. Tranquille? Super. Je vois qu'il y a le Dream Big déjà derrière, ça plaît ça. Bah ouais, ça fait partie de ma philosophie, tu vois. Alors, dis-nous tout. On va pas dire pour les gens qui ne te connaissent pas et tout, mais et ça va être dur en quelques mots, donner tout ton parcours. Mais pour situer un peu maintenant ce que tu fais, ouais, et pour dire d'où tu viens, ouais. Faire un petit écoute, alors un petit résumé de ma vie en 4-5 minutes. Je suis né en France. Ensuite, je suis parti une partie de mon enfance en Angleterre, de mes 6 à 14 ans. Ensuite, orphelin, je suis revenu en France. J'ai été accueilli par ma grand-mère et ma tante, tu vois, qui m'ont élevé. Et j'avais une rage que je voulais exprimer absolument. Donc, ma façon d'exprimer ma rage, c'était par le rap et les sports de combat. Donc, j'ai commencé le rap à un peu plus… je devais avoir 16-17 ans. Et puis après, j'ai fait les sports de combat à 18 ans et je me suis lancé à corps perdu dans le fight game, tu vois. Et j'ai eu des résultats tout de suite. J'ai fait champion de France la première année, champion de France amateur, ensuite semi-pro, ensuite l'année d'après professionnel. Donc en 3 ans, j'étais professionnel. Et puis après, j'étais à la fac parce que je voulais faire plaisir à ma grand-mère qui voulait absolument que j'ai des diplômes, tu vois, que j'assure les arrières, même si ça me plaisait pas du tout. Et donc j'étais à la fac, j'ai fait un DUC d'anglais parce que j'avais des facilités. Donc j'ai fait un DUC d'anglais. Après, j'ai arrêté parce que c'était pas pour moi. Et puis je me suis mis à fond dans le sport de combat et je suis devenu 3 fois champion du monde. Et puis j'ai fait une fin de carrière à l'UFC qui est la plus grosse organisation au monde de MMA. Donc je suis passé par le kickboxing, boxe thaï, karaté au KO, le MMA, et j'ai terminé ma carrière en MMA. Et parallèlement, des années 90, j'ai créé ma première structure. Et fin des années 90, j'ai créé la Snake Team qui existe toujours et qui forme des pratiquants loisirs de haut niveau et des compétiteurs de haut niveau. Voilà, c'est à peu près tout résumé en quelques secondes. On a oublié de te faire quelque chose. Alors, à chaque fois qu'on a un invité qui arrive sur le tribune, on lui fait faire la petite vague hip-hop. La vague. Yes. Voilà. Non, mais, et tu vois, voilà. Tu vois, champion du monde, multi. Et voilà, on a la vague, ma gueule. Non, mais en tout cas, très, très beau parcours. Moi, comme je te l'ai dit, j'ai suivi ça, même si c'est de loin. J'ai quand même suivi ton parcours en parallèle. C'était magnifique à voir, en tout cas. Ça n'a pas été évident. Je suis sûr qu'il y a évidemment plein de… Ah non, loin de là. Mais voilà, il y a plein de choses que tu as faites, en tout cas, qui sont faites, qui sont plus à faire. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu aussi par rapport à justement… Enfin, si on t'a invité, c'est Angela qui m'a parlé de toi aussi par rapport à Tribu Libre, à ce qu'on fait, et qui m'a dit, attends, c'est marrant, il y a Cyril avec qui on parle beaucoup de ça. Ce serait bien que vous en parliez, quoi. Je sais pas, ce serait mortel qu'ils viennent sur Tribu Libre. Et aujourd'hui, on est là. Donc, ça m'intéresse vraiment, moi, d'avoir un peu ton point de vue sur tout ce qui se passe, sur l'actu, sur le virus, sur un peu quand on parle du deep state, quand on parle de tout ça. C'est quoi, toi, ton point de vue sur tout ça?
Bah pour moi, tu vois, alors mon Instagram, j'avais qu'un compte Instagram perso, tu vois, qui a radicalement changé en mars 2020. Si tu veux, bah, je faisais comme tout le monde, tu vois, j'avais un Instagram un peu ego trip où tu te la racontes un peu, tu mets tes plus belles photos, tu mets tes photos quand tu avais 20 ans et que tu étais beau. Et tu dis des conneries, tu fais rire la galerie et tout ça. Et ça a radicalement changé en mars 2020, tu vois. Euh, c'est une période qui est, pour moi, cette année qui vient de s'écouler, c'est vraiment une année charnière pour moi parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Si tu veux, avant, j'étais un peu, je vais pas dire nonchalant, tu vois, mais je prenais un peu la vie comme elle se présentait. Et puis aujourd'hui, j'ai des enfants et je me rends compte que on est à la merci d'une poignée de personnes qui font un peu ce qu'ils veulent, tu vois, qui sont capables, avec des moyens qui sont très sophistiqués, diaboliquement sophistiqués, ils arrivent à changer, à manipuler l'opinion publique. Et on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens, là, le monde entier, une bonne moitié de la planète, si on est 7 milliards, il y a bien 4 milliards de personnes qui sont persuadées qu'on est en pandémie, qu'on est en train de vivre un truc apocalyptique, tu vois, alors qu'il suffit d'un peu cogiter, tu vois, un peu cogiter, un peu fouiner pour apercevoir qu'on est en train de vivre une simulation de pandémie, tu vois. Et donc en mars, je m'en suis aperçu tout de suite. Je m'en suis aperçu tout de suite parce que rien n'était cohérent, tu vois. Rien n'était cohérent. C'est-à-dire qu'en Chine, on nous expliquait qu'il y avait un virus mortel qui arrivait, que c'était la peste bubonique, tu vois, la peste bubonique qui arrivait en Chine et qu'on te montrait des images de gens en train de mourir dans la rue, tu vois, carrément des cadavres dans la rue, tu vois. Et on t'explique ça, donc on t'explique qu'ils sont en train de vivre la peste, mais en même temps, les vols entre la Chine et la France sont maintenus. Et il n'y a pas de masque, il n'y a rien, il n'y a pas de. Donc, dès le départ, je me suis dit, attends, c'est chelou ça. S'ils sont en train de vivre la peste en Chine, comment ça se fait qu'on a encore des vols de France en Chine, tu vois, c'est incroyable. Et j'étais. Je suis parti à cette époque-là, je suis parti en Corée du Sud avec ma copine de l'époque qui combattait en Corée. Et donc on part là-bas et donc on débarque là-bas et donc eux ils sont déjà à base de masques parce que c'est déjà dans leurs habitudes. Ouais. Ils sont déjà en train de se laver les mains dès qu'ils rentrent dans un endroit avec l'alcool. Donc elle fait le combat à huis clos et on reprend l'avion, on rentre à Roissy. Et à partir du moment où on a atterri à Roissy, tout ce qu'on venait de voir, tu vois, comment dire, mesures sanitaires, il y avait plus, tu vois, il y avait plus du tout en France. Et sachant que la Corée à l'époque, il y avait le deuxième foyer mondial, c'était la Corée du Sud. Tu vois, il y avait la Chine en première position. Et ensuite, il y avait le plus de cas de Covid en dehors de la Chine, c'était en Corée du Sud. Et on venait de la Corée du Sud. Ah. Et il n'y avait pas de mesures sanitaires, tu vois, il n'y avait rien du tout quand on est arrivé. Donc je me suis dit, non, c'est trop bizarre. Les médias sont en train de nous bombarder avec ces histoires de peste, de machin, de trucs. Les mecs, tu vois, les mecs, ils bougent, ils sont en scaphandre carrément, tu vois, en train de. Tu te dis, mais attends, c'est quoi ce délire? Et donc, il n'y avait rien de tout ça là-bas. C'était pas du tout la même ambiance. Non, l'ambiance là-bas, c'était. Il y a des cas de Covid ici, c'est un truc sérieux, donc on va faire. On va prendre toutes nos précautions, tu vois. Donc, les gens, ils étaient tous masqués. Dès que tu allais dans un endroit, il fallait que tu te laves les mains. Dans la rue, tu te baladais masqué. Enfin, tu te baladais partout masqué, tu vois. Et donc, quand je rentre en France, je me dis, attends, c'est pas possible. Ou les mecs, ils font exprès et ils ont envie que le Covid, ça débarque en France.
ou alors sur place, ce qu'on est en train de vivre, c'est pareil, c'est une simulation. La maladie, elle n'est pas aussi sérieuse que ça. Mais en tout cas, ça déconne. Ça déconne avec le narratif médiatique, tu vois. Ouais, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et donc, après, j'ai fait que ça pendant un an, carrément. J'ai passé mes journées entières à étudier le cas. Et puis, comme je suis bilingue, ça me permettait d'aller sur différents sites un peu partout dans le monde. Et puis, très vite, je me suis aperçu qu'on était en train de vivre une putain de mascarade, tu vois. Et on n'est pas les seuls on n'est pas les seuls à le dire. Nous, on a mis ça depuis un an sous forme de questions, en se disant qu'on ne peut pas affirmer qu'on nous prend pour des cons, on ne peut pas affirmer qu'ils nous mentent ou qu'ils sont en train de nous mener par le bout du nez, mais on est en droit de poser la question. Ouais. Ça, c'est le minimum, tu vois. Normalement, on est en démocratie. Tu sais, les politiques, ils n'arrêtent pas de nous dire, nous bassiner et nous répéter 20 fois par jour qu'on est en démocratie. La démocratie, la base, c'est pouvoir être libre de sa pensée, être libre de ses paroles, tu vois. Et on n'a pas été, depuis le début de cette pandémie, entre guillemets, on nous a retiré ses droits. On n'a pas le droit de penser que c'est une mascarade. Parce que après, tu es labellé complotiste, machin, on te ferme tout, tu vois, on te ferme tes moyens de communication, c'est-à-dire les réseaux sociaux. C'est notre droit humain, en fait, plus que notre droit en tant démocratique. Ouais. C'est notre droit humain, c'est de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vivre et de pouvoir demander. Après, on a choisi la démocratie et on a cette forme de gouvernement, enfin Ah, c'est moi qui buguais, non, c'est Terry qui a bugué. Il a frisé. Mais en tout cas, non, ça fait plaisir de t'entendre, d'entendre ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on le dit et qu'on dit aux gens, voilà, on se pose des questions et tout. Et après, on parle de démocratie, mais on a une petite phrase du président qu'on met assez souvent, où il dit qu'il se battrait contre toute forme de liberté d'expression. Terry revient. Hop. Donc, on la met assez souvent, cette phrase. Yes, Terry. On t'entend plus. Dans les paramètres, peut-être que ton micro est remuté comme tout à l'heure. Allô. Yes, là, c'est bon. Ouais. C'est bon. Ah, ça y est, maintenant, j'ai trouvé la technique. Bon, ouais, je ne sais même plus où j'en étais. On parlait de démocratie, ouais. Ouais, voilà, la démocratie. Même quand on se rend compte un peu, qu'on fouine un petit peu, on se rend compte, en fait, et surtout, on l'apprend de la bouche des politiques eux-mêmes, qu'une démocratie, c'est une fausse liberté. Et que depuis que la télé existe, et c'est les présidents eux-mêmes, quand tu regardes les images qui sont à l'INA et compagnie, qu'ils le disent, qu'ils vont pouvoir s'en servir pour communiquer, pour emmener les gens là où ils ont envie, en fait. Ouais. Ouais, bien sûr. Non, on est dans une époque de manipulation à grande échelle, tu vois, industrielle, où tu t'aperçois que le libre arbitre n'existe plus, puisque notre opinion, notre façon de penser même est complètement manipulée depuis qu'on est né, tu vois, depuis on rentre dans un système scolaire déjà qui nous manipule et qui nous formate. Et puis après, quand on sort de ce système scolaire, la vie professionnelle continue, et puis la vie politique aussi, tu vois. Donc, on n'a pas de libre arbitre, ça c'est faux, parce qu'on est tous manipulés à certains degrés. Et tu vois, pour qu'on en arrive aujourd'hui en 2017, se retrouver en finale d'une course politique avec Macron face à Marine Le Pen, ça te dit quelque chose. Ça te dit, d'ailleurs, ni l'un ni l'autre ne correspond à la grande majorité des Français, ni l'un ni l'autre. Que ça soit Macron ou Marine,
ils sont tous les deux, ils font partie d'une élite. Ils sont nés dans une famille de millionnaires. Macron, il a fait ses études dans des écoles où c'était 1700 balles le mois, tu vois. Ouais. Donc, et puis Marine, elle est née dans un foyer politisé où le papa, il était multimillionnaire, raciste, xénophobe. Donc, tu vois, tous les deux, ils ne correspondent pas du tout aux Français. Donc, si on arrive à une élection présidentielle en finale et qu'on a le choix entre ces deux personnes-là, c'est bien la preuve que la démocratie n'existe pas. Non, je suis d'accord, mais moi, j'y pensais justement tout à l'heure. J'ai eu cette réflexion-là. Je me dis, imagine maintenant si depuis le début, leur plan, c'est d'avoir un régime comme il y a en Chine, comme ce qu'ils essayent de faire, un régime communiste où voilà, tout le monde sort et tout le monde rentre comme ils veulent, et que quand tu vois un peu le parcours du FN, ils ont toujours été présents, ils ont jamais vraiment pu passer. Les seuls moments où ils ont fait peur, ils ont été slamés. Mais on dirait que quand tu fais le film maintenant de tout ça et que tu vois Macron et Le Pen aujourd'hui aux élections, tu dis putain, mais et que tu te dis et qu'il y a toute cette histoire de deep state et de mise en place d'un plan, et j'entends aussi parler de 2030, mais de 2050 aussi. Et tu dis putain, mais si leur plan, tout ça qu'ils ont mis en place, et que depuis les restrictions budgétaires, ils ont vraiment réussi à loquer le truc, et ben là, si Le Pen passe, ils se retrouvent à ce qu'ils veulent. Parce que Le Pen, ce qu'elle va passer, ça va être les lois enfin en tout cas autoritaires, un État policier. Tu vois ce truc de dire, tu vois, moi j'ai grandi à l'époque. En tout cas, j'ai mûri et je suis devenu un adulte à l'époque de Black Blanc Beurre, tu vois, SOS Racisme et tout ça. Et pour moi, en tant que jeune bronzé en France, c'était des valeurs dans lesquelles je me reconnaissais, tu vois. Donc, anti-racisme à fond. Le pire problème de notre société, c'était le racisme et tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, avec de l'âge en plus et puis des expériences en plus et puis avoir voyagé, j'ai eu la chance de voyager partout dans le monde, tu t'aperçois que le racisme, c'est loin d'être le problème principal de notre société. Et par contre, dans la tête des gens, on les endoctrine à faire croire qu'il n'y a pas pire que le racisme, tu vois. Et donc, aujourd'hui, tu as encore des mouvements qui sont là, qui sont des mouvements sociaux et qui engraînent toute une partie de la population, qui divisent toute la population, ouais. et qui sont là et qui font rien avancer du tout et qui font que diviser les gens. Tu vois, je parle du racisme, je parle du féminisme, je parle de tous ces trucs en isme qu'on entend, tu vois, à longueur de temps, tu vois, l'antisémitisme, tous ces trucs-là, en fait, qui nous occupent l'esprit, tu vois, et qui nous occupent l'esprit, mais qui fait rien de concret, tu vois. Déplace ouais, voilà, exactement. Et par contre, pendant ce temps-là, les mêmes qui tirent les ficelles sont pas inquiétés, tu vois. Ils sont là, ils font leur petit chemin, leur petit plan qu'ils mettent en place. Et comme on disait, Marine contre Macron, et puis après, ça sera Marine, ou ça sera… Peu importe qui ça sera d'ailleurs, parce que le plan sera toujours le même. Que ça soit Marine ou Macron, tu vois, tu disais que vont mettre Marine parce qu'elle est plus… elle aura la main plus ferme que Macron, mais c'est pas vrai. Regarde en 3 ans ce qu'il a fait, ce fils de bip, tu vois, c'est incroyable. C'est-à-dire que depuis, enfin, il y a que des moments dans l'histoire française, il y a que des moments où on a eu des rois qui pouvaient tout faire et personne ne pouvait leur dire quoi que ce soit. Qu'on a eu ce genre de politique.
Tu vois, ouais, mais ça nous a préparé à si demain Marine elle est président, mec, on aura eu ce changement-là un peu radical avec lui. Ouais. Et elle, si elle arrive et qu'elle en rajoute encore, pour nous, ce sera. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour nous, pour la Tu sais, masse. Thierry, je sais même pas si elle peut rajouter quoi que ce soit en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que il a déjà mis la barre tellement haute. Là, demain, regarde, tout simplement, toutes les restrictions, toutes les mesures qu'on est en train de vivre aujourd'hui, si demain elles sont maintenues, c'est-à-dire que ça devient pas un état d'urgence sanitaire, ça devient notre vie au quotidien. Ouais. Bah, ça y est, tu parlais de la Chine, mais c'est la Chine. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que demain, on est obligé d'avoir un code QCR sur le portal pour rentrer dans n'importe quoi, ou tu dois être badgé pour aller accéder à n'importe quoi, et ensuite, tu dois rentrer chez ta mère parce qu'il est 18 h. Bah, qu'est-ce qu'elle peut faire, Marine de Pierre? Elle peut rien faire. Elle peut rien faire de pire. Tu vois, c'est plus, ça ferait partie du scénario et c'est plus pour satisfaire aussi un autre côté et pour amener un choc, peut-être pour amener aussi une révolution. Peut-être que tu vois, ils se disent que ça va tellement choquer les gens qu'ils vont se rebeller. Donc, moi, je sais pas, c'est dans ma réflexion, je me dis, dans tout ça, si aujourd'hui on se retrouve encore avec Le Pen et face à un autre et qu'on n'a pas le choix en fait encore, et que c'est encore Macron que les gens choisissent Macron, on se retrouve, tu vois, tout le temps dans les mêmes. Il parle beaucoup de Anne Hidalgo sur la dernière ligne droite. Hein. Beaucoup, de plus en plus. Ouais, après, tu as vu, moi, je suis persuadé un peu. Bah, tu sais, ma grand-mère, qui m'a en partie élevé, pour elle, c'est la vieille école. Donc, pour elle, un bon citoyen français doit avoir sa carte d'électeur et doit participer à la vie politique française, de la vie de la République, et donc doit voter, tu vois. Et dès le début, en fait, avant que j'atteigne ma majorité, elle m'avait tellement saoulé avec cette histoire de voter, que je m'étais renseigné, tu vois, j'avais lu des trucs déjà à l'époque, il y avait des livres sur la démocratie, les différentes formes de démocratie et tout ça, notamment celle qu'on a, c'est-à-dire la démocratie représentative. Et donc, avant d'avoir mes 18 ans, je me disais, mais c'est des conneries, la démocratie, ça n'existe pas. À partir du moment où tu votes pour quelqu'un qui te représente pas, parce que c'est pas quelqu'un du peuple, tu vois, c'est un élite, il est blindé, machin. Donc déjà à l'époque, avant d'avoir mes 18 ans, je me disais, mais attends, c'est de la merde ces trucs-là. Donc, tu sais, jeune con, jeune rebelle, je me suis dit, non, je vais jamais voter. Et j'ai jamais voté. Parce que plus j'ai mûri, et moins je suis devenu con, et plus je me disais, bah, j'avais raison en fait quand j'étais petit, tu vois, j'avais raison. Ça sert strictement à rien de voter, que ça soit pour Marine Le Pen ou que ça soit un Macron ou un Mélenchon ou je ne sais quoi. Le système se protège. Donc c'est pas un mec qui va arriver et qui va changer le système. C'est impossible. Non, on est d'accord, mais dans la tête des gens, si tu veux, dans le scénario, ça forcément ça influera sur eux, sur leur vie, alors qu'au final, non, ça n'influera pas. On est bien d'accord là-dessus. Et que nous, c'est une convergence des luttes aujourd'hui qui pour nous fonctionnerait parce que envoyer des fléchettes de droite et de gauche, ça sert à rien. Par contre, se réunir, créer un boulet de canon et envoyer un boulet de canon, c'est là où ça va servir à quelque chose. Donc, on est d'accord. Moi, je parle vraiment, quand j'ai ça, j'ai l'image du public, tu vois, de base, du mouton, en fait, et comment ils vont suivre les gens. Ils vont suivre et qui vont se dire, ah, si c'est Marine Le Pen, ça va être ça. Ça va créer aussi, du coup, des conflits à l'intérieur même du pays. Il y a des gens qui vont se lâcher. Il y a des gens qui vont, tu vois, oser dire demain qu'ils ont voté pour Marine Le Pen et pour quelle raison. Il va y avoir des racistes frustrés qui vont enfin sortir de
leur truc. Donc c'est plus pour tout ce côté-là. Et qu'on le veuille ou non, ça va nous emmener, ça va influer aussi sur le reste et sur ce que les autres ils vont prendre comme décision. Ils sont toujours obligés de faire avec comment le temps présent aussi, tu vois, évolue. Il y a des décisions qui sont obligées de changer parce que il y a quelque chose qui se passe pas comme ils voudraient. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, ouais, on est carrément d'accord sur la totale, sur ce que tu dis. Hein. Ouais, malheureusement, il y a encore beaucoup de Français. Alors, comme j'ai suivi, tu sais, j'avais la tête, comme je disais, j'avais la tête dans le guidon pendant un an. Là, à un moment donné, j'étais trop dedans, tu vois. Donc, je me suis cramé un peu les ailes. J'ai fait un burn-out et tout. J'étais trop dans le Covid. J'étais trop dans mes recherches. Je passais des 9, 10 heures, 12 heures par jour à aller à fouiner, à chercher des trucs, à aller chercher les origines du Covid et tout ça, machin. Et donc, bon, j'ai appris beaucoup de choses, c'est sûr. Je pense que je suis assez instruit sur le truc. Le pourquoi du comment, pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là, ça, je suis calé. Par contre, j'ai cramé un an de santé. J'ai fait un peu j'ai fait du mal aux gens qui m'aiment autour de moi parce que j'étais vraiment trop dedans, tu vois. Et donc aujourd'hui, tu vois, j'ai pris un peu de recul par rapport à tout ça. Pour me retrouver et puis pour faire gaffe à ma santé et puis gaffe aux gens qui sont autour de moi. Mais ça n'empêche que j'ai pu constater aussi que depuis un an, il y a une partie de la population qui encore hier m'aurait traité, encore l'année dernière, m'aurait traité de complotiste, était sûr d'eux que j'étais un fou furieux, un parano, qui ont complètement switché, tu vois. Et ça, et je te dis qu'il y en a énormément. Alors, les médias nous rabâchent tout le temps avec le mot complotiste, comme si on était une petite minorité de fous furieux complètement gueudins, tu vois. Mais il suffit d'aller sur un thermomètre social comme Facebook. Tu vas sur un article de BFM TV ou Le Parisien ou un truc qui génère énormément de comments, tu vois, et tu vas en dessous et tu regardes le nombre de commentaires qui sont entre guillemets complotistes, tu as compris que les complotistes, c'est quand même une bonne partie de la population. Hein. Je ne sais pas si on est majoritaire, mais on ne doit pas être loin en tout cas. Ah, mais après, on a tous, il y a différentes théories du complotisme aussi, hein, parce que c'est la vision du complotisme. En vérité, c'est la définition. C'est un mec qui fait un complot, quoi. C'est vraiment plus large. Un complotiste, c'est un mec qui se pose des questions. Tu vois, si tu te poses des questions par rapport à la version officielle, tu es estampillé et complotiste par tout le monde, par tous les médias en tout cas. Ben, ça, c'est la version officielle. Alors que pour moi, un complotiste, c'est celui qui fait le complot. Ça devrait être. Ah ouais, le détournement de mots, ouais, bien sûr. Donc, mais après, voilà, je rentre même pas là-dedans parce que ça embrouille les gens en fait, et pour moi tout ça c'est volontaire. Si on ne parle pas de choses qui ne dérangent pas la plupart du temps, à partir du moment où on essaye d'étouffer, où on crée des fact-checks indépendants, il n'y a aucune autorité, il n'y a aucune. C'est des fact-checks sur Facebook indépendants. Et toi-même, si tu veux fight le truc, tu peux pas. Tu n'as aucune solution. Tu dois juste fermer ta gueule et c'est tout. Soit tu effaces ton post et tu es tranquille, soit tu ne l'effaces pas, tu le laisses et tu risques de prendre une fermeture. Tu sais qui sponsorise l'union des fact-checkers dans le monde entier? C'est Bill Gates, Google et Facebook. Et Facebook. C'est les grosses entités en fait médiatiques que les complotistes pointent du doigt en disant que c'est eux qui sont à la base de tout, tu vois, qui sont derrière les fact-checkers, qui décident ce qui est la vérité et ce qui n'est pas la vérité.
Et le gars qui s'occupe de la communication, de la com et tout ça, justement, de Facebook, c'est le gars qui s'occupait de la com de Obama. Ouais, bah ouais, tu vois, tous les trucs sont reliés, tu vois. En plus, c'est grossier. Il suffit tu vas sur Google, tu vois, tu vas sur Google, tu passes 1 heure sur Google, tu vois toutes les ramifications, et c'est même pas caché en plus. C'est ça qui est relou. C'est-à-dire que Google, c'est bon. T'as Google, c'est bon. C'est très souvent ce qu'on fait en fait quand on fait une enquête sur quelqu'un, sur quelque chose. Moi, l'année dernière, par exemple, je me suis amusé à aller le fameux laboratoire de Wuhan à regarder les investisseurs. L'investisseur que j'avais dedans m'a donné un nom. Le nom et en fait, tout ça, c'est lié. Et tu reviens souvent aux mêmes personnes. Et aux mêmes personnes. Et voilà. Et quand on dit aux gens, faites vos propres recherches, c'est ça en fait. Et très souvent, on a le nom de Bill Barrière, on l'appelle ici. on ne donne pas vraiment son nom. C'est pas mal, Bill Barrière. Ouais. Et c'est ça, c'est le lien. Et quand tu dis ça aux gens, ouais, mais non, mais tu vas trop loin, mais non, mais là. L'année dernière, on a parlé de passeport. Je ne sais pas si tu te rends compte, on a parlé de passeport. Là, au moment où personne n'en parlait. Et là, on va nous demander un passeport bientôt pour les vaccins et tout, pour pouvoir voyager. J'ai une story dans mon Instagram qui est, tu sais, les stories là qui sont en haut là, qui sont permanentes là, tu vois, qui date de avril 2020, où je marquais, donc c'était un scénar un peu futuriste, où je marquais passeport vaccinal, machin, puce intégrée, la 5G qui permet la reconnaissance faciale et l'identification en permanente des personnes. Je le disais en avril parce que c'est écrit en fait. C'est ça en fait, c'est que c'est déjà, quand tu cherches un peu et que tu vois toutes les infos qu'il y a, c'est le scénario qu'il y a, mais c'est juste que dans le temps, on ne peut pas dire quand est-ce que ça va être à chaque fois. Ça va aller, ouais. Les étapes et les choses qui vont arriver, on les voit arriver. C'est juste qu'on ne peut pas dire exactement quand est-ce que ça va arriver, sinon ce serait… Et le pire, c'est que quand tu parles pendant cette année, je parlais de puces intégrées dans le corps et tout ça pour identifier les gens et tout. Donc, forcément, on traite de complotiste. Ah ouais, t'es complètement parano et tout. Mais le scénar qu'on est en train de vivre tend vers ça petit à petit. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu auras ton petit QCR sur ton smartphone parce que ils peuvent pas choquer les Français à leur dire qu'une puce, ça serait plus pratique. Voilà. Mais tôt ou tard, ils vont y venir. Ils vont persuader les gens que ta carte de crédit qui est dans ton portable, enfin dans ton portefeuille, ça va passer dans ton portable. Après de ton portable, ça va passer dans ton portefeuille. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Donc après, les gens, ils te traitent de complotiste, mais au fur et à mesure, même eux, ceux qui te traitaient de complotiste il y a encore 6 mois ou 7 mois en arrière, ils voient eux-mêmes que ce que tu étais en train de prévoir il y a 1 an, c'est en train d'arriver. Donc, ils se disent, attends, quand même, il a prédit beaucoup de choses, le Lascar, tu vois. Ah non, c'est clair, il y a sûrement beaucoup de gens. Après, il y a toujours ceux aussi qui continuent à dire, mais non, tu vois, il ne se passe rien. Parce que il y a même si on ne le voit pas, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. En tout cas, aux États-Unis, avec les histoires justement de Trump et Biden, il y a encore beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Depuis qu'il est passé président, Biden, il y a cette histoire de chèque de Bill qui devait être signé. Hein, et on voit que depuis, il n'a pas le contrôle, parce que sinon, ça serait passé depuis. C'est passé seulement hier, apparemment. Donc, ça a été voté et il a signé la Bill. Mais il y a une dernière étape encore. Donc. Et les infos, ça fait 1 semaine que tous les jours, ils disent à tout moment, c'est en train de signer, là, ils sont en train d'en parler, ils sont en train de discuter, ils sont en train de… Ça fait 1 semaine, tous les jours, chaque heure, qu'ils te disent la même chose pour faire patienter en fait les gens, tu vois. Oui, bien sûr. Alors, moi, je vais vous proposer un truc, les gars. Alors, comme
comme vous savez, on n'a pas le temps de lire les commentaires. Il y a de nombreux commentaires. Et pour ça, on va faire monter Icar qui est en charge de ça. Yes. Donc, je propose qu'on la fasse maintenant. Ah, elle a fait sa vague. Coucou, salut Terry, bonjour Laurent, enchanté Cyril. Salut. Vous m'entendez? Ouais, super. Ouais, c'est cool. Moi, j'ai pas vu énormément de questions. J'ai plus vu des personnes quand même qui mettaient bien en avant le courage de Cyril et qui intervenaient sur le sujet qui était abordé. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, d'accord. Après, moi, il y a deux questions. Il y a une question qu'Angela a posée, qu'elle a mis en avant, qui est pas mal. Et après, je pense qu'il faudrait peut-être en parler. C'est apparemment le jeûne hydrique. Que c'est comme ça qu'elle t'a connu et c'est ce qui l'a motivé sur le jeûne hydrique. Et je pense que c'est très important d'en parler parce que ça peut aider pas mal de personnes. Ouais. Donc, c'est sur ça que je voulais rebondir. Ouais. Yes. Alors, le jeûne hydrique, c'est quelque chose que j'ai connu il y a peut-être 8 ans en arrière. J'étais en fin de carrière et je voulais absolument changer mon alimentation. Donc, je me suis, comme je savais que j'allais prendre ma retraite et que je voulais faire attention à ma santé, je voulais voir, je me suis renseigné sur les types d'alimentation, on va dire, saine, tu vois. Parce que quand tu es éveillé et que tu changes ta vision du monde change et tu t'aperçois qu'il n'y a pas que le 11 septembre, il y a aussi la nutrition, l'alimentaire et tout ça qui est complètement farfelu et qui est complètement… On te manipule depuis que tu es petit, tu vois. Et ça faisait un bout de temps que je le savais. Et donc, il y a 8 ans en arrière, 8-9 ans en arrière, je me suis renseigné sur les différentes formes d'alimentation, de régime alimentaire. Et je suis tombé sur un truc sur le jeûne hydrique. Et le jeûne hydrique, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tu manges plus et tu fais que boire de l'eau, en fait. Donc, quand on te le dit, quand on l'explique comme ça, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte? C'est complètement farfelu, ce truc-là, là. Et en fait, quand tu t'aperçois que on n'est pas fabriqué, l'homme n'est pas génétiquement fabriqué pour manger tous les jours, 3 fois par jour. D'accord? On n'est pas fait pour ça. Notre métabolisme n'est pas fait pour manger 3 fois par jour. C'est complètement… Je vais te couper, Cyril. Ouais. C'est que très souvent, ce que je dis, alors tu vas me corriger peut-être, hein, mais en fait, la dernière fois, ça a choqué un peu les gens. Je disais, moi, j'essaye d'identifier mon besoin de manger et pas mon envie de manger. C'est ça, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que moi, très jeune, en fait, je le faisais naturellement. C'est-à-dire que j'ai jamais mangé aux horaires de à telle heure, il faut que tu prennes ton petit déj. Je mangeais naturellement quand j'avais faim, tu vois. Et ça normalement, ça devrait être tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne doit pas manger à une heure précise, on doit manger quand on a faim. Et si on se dépense et qu'on fait les choses de façon régulière, bah, ta faim va être déclenchée plus ou moins aux mêmes horaires, tu vois, à quelques heures près. Mais il se peut que, par exemple, après une grosse séance d'entraînement, tu as envie de manger juste après, tu vois, par exemple. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut manger. Ce n'est pas à 20 heures parce que c'est à 20 heures qu'il faut manger, tu vois. Et donc, tout ce qu'on t'apprend sur l'alimentation depuis que tu es petit, en fait, c'est de la merde. Quand tu regardes les peuples qui vieillissent le mieux et qui vieillissent le plus vieux, il y a une dizaine d'ethnies dans le monde, d'endroits dans le monde où les centenaires, c'est aussi courant que les gens qui ont 75 ans ici. Et il y a des schémas répétitifs, tu vois, il y a des trucs, même s'ils sont complètement opposés sur le globe, il y a des trucs qui se retrouvent dans leur alimentation. Notamment le fait qu'ils mangent beaucoup de légumes, de fruits et légumes, des céréales aussi, pas trop, mais quand même. Voilà, d'aliments vivants, c'est-à-dire il n'y a aucune transformation de l'aliment, c'est-à-dire que tu prends la racine, tu la mets dans de l'eau bouillante et tu la manges ou tu la manges crue. Très peu de matière animale,
c'est-à-dire très peu de viande, même très peu de poisson ou très peu de… Et voilà. Ah oui, autre chose, c'est que généralement, ces peuples-là qui vivent centenaires, ils dépensent des calories pour manger des calories. C'est-à-dire que ils vont aller creuser la terre pour aller chercher le tubercule, ou ils vont aller chasser, ou ils vont aller, peu importe ce qu'ils vont manger, ils dépensent des calories pour manger des calories. Ce qui est complètement contradictoire avec le système occidental où tu lèves ton gros cul du canapé, tu vas dans le frigo et tu vas te prendre un Häagen-Dazs, tu vois. Ouais. Et donc, déjà, ça, c'est la base. Deuxième chose, c'est qu'on mange trop d'animal, en fait. On mange trop d'animal. Je ne vais pas dire il faut manger vegan, mais en tout cas, le fait de manger autant de viande, par exemple, c'est pas bon pour la santé. Et ça fait très longtemps qu'on sait. On n'a pas les dents on n'a pas la dentition faite pour manger non, de la viande. En fait. Il y a rien dans notre corps en fait qui est fait pour manger de la viande 3 fois par jour. Tu vois, c'est juste ça. Et surtout une viande de qualité industrielle. Tu vois. Donc bref, je me suis intéressé à tout ça et je me suis intéressé au jeûne hydrique. Donc la première fois que j'ai vu des trucs, donc j'ai lu au début, et puis après j'ai été sur YouTube pour voir des vidéos, pour voir des documentaires. Et il y a un documentaire qui m'a scotché. Ça dure 1 heure. C'est Soigné par le jeûne. C'est Arte qui avait sorti. Ça dure 52 minutes, je crois, un truc comme ça. On peut le retrouver sur YouTube. Et ça m'a bouleversé parce que on voit dans les pays de l'Est, notamment, alors il y a une clinique en Allemagne qui est assez connue, mais il y a aussi, il y a surtout beaucoup de cliniques en Russie où les gens viennent se soigner dans ces cliniques. Donc, ils sont suivis par des médecins, tu vois, qui font des prélèvements presque tous les jours, et ils mangent pas. Ils boivent que de l'eau, tu vois. Et ça les soigne. Donc, ils font des exercices. Donc, ils ont des exercices au quotidien parce qu'il faut entretenir le métabolisme. Il faut garder le rythme du métabolisme à un certain rythme pour que le métabolisme ralentisse pas trop, tu vois, rentre pas en léthargie. Et en fait, tu t'aperçois que les mecs, ils sortent. Donc, tu as une vieille à un moment donné qui parle. Ça fait 2 semaines, elle est dans la clinique, elle n'a pas mangé pendant 2 semaines. Elle a, je sais pas moi, elle a peut-être 68 ans, tu vois. Et la meuf, elle est en pleine forme, elle est pimpante et tout. Elle disait, regardez ma peau, comme elle est luisante et tout. J'ai retrouvé ma peau de mes 20 ans et tout ça. Et donc, je regardais ça, je dis, mais c'est quoi ce délire et tout? C'est quoi? C'est du charlatanisme? C'est quoi? C'est une secte? C'est quoi le délire? Et donc, je regarde le documentaire. Je l'ai regardé plusieurs fois tellement ça m'a scotché. Et puis, par contre, plus je regardais, plus j'étais persuadé qu'il disait la vérité, tu vois. Et donc, je me suis encore penché sur le truc. Et puis après, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais faire un jeûne hydrique. Tu vois, je me dis, vas-y, ça coûte rien. Ils ont l'air en forme. Je me suis renseigné suffisamment pour savoir que, voilà, je vais pas clamser. Je vais faire mon truc. Je savais pas quand est-ce que j'allais le faire, mais j'allais le faire, tu vois. Et un jour, c'est un week-end, je sors en boîte. Alors, d'abord, le jeûne hydrique, tu es supposé le préparer. Tu es supposé, à 48 heures avant, arrêter tu es supposé avoir une certaine alimentation pour purger ton corps de toutes les saloperies, plutôt que, par exemple, tu ne vas pas manger un barbecue juste avant de faire un jeûne hydrique, sachant que la viande va rester dans ton organisme pendant X temps et que ça va pourrir et que ça va te rendre malade, tu vois. Et moi, je suis là et tout, je dis, ouais, je vais faire un jeûne hydrique. Je sors en boîte et je me bourre la gueule. Tu vois, donc, laisse tomber, tu sais, je bois trop d'alcool et tout ça, machin. Le lendemain, tu sais, ce dimanche, je suis pas bien et tout, je suis dans mon lit, je dis, oh putain, je me sens comme de la merde et tout ça. J'ai pas du tout faim. Donc, toute la journée, je passe sans manger. Je bois beaucoup d'eau, tu vois, je purge un peu le corps. Et je me dis, bah vas-y, j'ai pas faim, tu sais quoi, je vais faire mon jeûne hydrique maintenant. Et j'ai pas mangé pendant 1 semaine. Donc je m'entraînais, j'allais à la salle, j'entraînais mes gars, je m'entraînais, et j'ai pas mangé pendant 1 semaine. Et à un moment donné, je crois que c'était au 5e jour,
je suis sur mon elliptique, je suis en train de faire du cardio, tu vois. J'ai mes écouteurs sur les oreilles. Je suis en train d'écouter du bon son, tu vois. Donc, j'ai mon cardio-fréquence-mètre qui me renvoie les pulsations cardiaques et tout ça. Et je pense que je suis genre, ça fait 45 minutes que je suis sur mon elliptique. Et je suis en train d'avancer comme ça, tac, tac. Et je vois mon cœur, tu vois, il est en forme de ouf et tout ça. Et je me dis, putain, ça fait 5 jours, j'ai pas mangé sa mère. Et en fait, j'ai réalisé que tout ce qu'on m'avait appris sur l'alimentation, sur l'alimentation, sur le rythme du fait qu'il fallait manger 3 fois par jour pour être en forme, sinon tu allais avoir des coups de barre et des migraines et je ne sais quoi et tout ça, machin. Ouais. Tout ça, c'était des foutaises. Et que j'étais sur mon elliptique, j'étais en train j'étais une machine sur mon elliptique alors que ça faisait 5 jours que je n'avais pas mangé. Et donc, ça a chamboulé, tu vois, ma vision encore plus, ça a chamboulé encore plus ma vision de l'aliment, de ce qu'on nous disait, la propagande commerciale qui tourne autour de l'alimentation et tout ça, tu vois. Et depuis, donc, tous les ans, je fais 2-3 jeûnes hydriques par an. Le plus long que j'ai fait, c'est le moins long que j'ai fait, c'est 5 jours parce que j'avais un repas d'affaires que je pouvais pas louper. Je me sentais pas aller à un repas d'affaires et puis regarder les autres manger et faire le kéko, c'est-à-dire ouais, je fais un jeûne hydrique, tu vois. Donc j'ai mangé une soupe et des conneries, tu vois. Mais sinon, en règle générale, je fais une semaine et le plus long que j'ai fait, c'est 10 jours. Okay. Et donc, mais c'est super intéressant parce que on parle beaucoup de l'eau, tu vois, encore quelque chose qu'on parle. Ouais. On n'a jamais parlé de ça, du jeûne hydrique. Ouais. Et est-ce que tu as entendu parler de la mémoire de l'eau? Oui, j'ai entendu parler de la mémoire de l'eau. Ouais. Oui, bien sûr. Mais tu sais, pour en revenir vite fait au jeûne hydrique, en fait, les bienfaits du jeûne hydrique, tu les ressens pendant le jeûne déjà. Tu les ressens pendant le jeûne. Si tu veux, la première fois que j'ai fait un jeûne hydrique, j'avais une inflammation des phalanges de la main droite qui avait été problématique pendant une partie de ma carrière. Tu vois, j'avais des phalanges qui enflaient parce que j'avais des tendinites. Tu vois, j'avais un tendon qui courait le long de la phalange, qui s'enflammait facilement si je tapais sur du dur, tu vois. Et donc j'avais une main un peu raide, tu vois. Et pendant le jeûne, en fait, la première fois que j'ai fait un jeûne, j'avais donc cette inflammation. Et genre, je crois que c'est le 3e ou 4e jour, je porte un truc, tu vois, je ramasse un truc, je porte un truc assez lourd, et je suis en train de porter, je dis, mais putain, j'ai plus mal à la main, c'est bizarre ça. Et donc, j'ai tapé le soir même, j'ai tapé sur le sac et tout, j'avais plus du tout mal. Et je me disais, attends, c'est moi je me fais des films ou c'est comment le truc, tu vois. Et en fait, je me suis renseigné, en fait, pendant ton jeûne, en fait, ton corps, il rentre dans une espèce de phase une phase où il se régénère au niveau cellulaire, tu vois, parce que il est en train de cannibaliser toutes les mauvaises cellules, les cellules endommagées, pour les remplacer par des cellules neuves, tu vois. Mais est-ce que tu dis quelque chose, parce que tu bois de l'eau, tu bois de l'eau quand tu as soif, quand tu as faim, en fait, tu bois de l'eau. Tu bois de l'eau tout le temps, en fait. Tu bois, enfin, pas tout le temps, tu bois 2 litres, 2 litres suffisent par jour. Si tu fais un bon entraînement et que tu transpires beaucoup, tu vas peut-être boire un peu plus. Ouais. Mais qu'est-ce que tu dis quelque chose de spécial? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va avec un rituel spécial qui va avec ça, ou c'est juste tu bois de l'eau? Tu vois, tu sais quoi, moi, je suis vraiment très cartésien. Je suis athée 100 000%. Pour moi, la spiritualité, elle existe, mais ça n'a rien à voir avec un dieu ou quoi que ce soit. Ouais. Et donc, tout ce qui est rituel et tout ça, j'y crois pas trop, tu vois. Il faut que ça soit du concret. Et donc, effectivement, il y a des… non, mais par rapport à la mémoire de l'eau, c'est très concret. Oui. Je te demande ça parce que, par exemple, moi, avant de boire de l'eau, je dis merci. Je dis merci eau, par exemple, tu vois. Je le pense. Je suis obligé de le dire, mais merci eau. Mais là, le fait que la mémoire l'eau garde la mémoire, c'est ce qui permet justement de régénérer tes cellules et c'est quand la structure de l'eau, je dirais pas que je crois jusqu'à
jusqu'à là. Je sais que Oui, il y hein. a une mémoire. Je sais pas à quel point, à quel degré ça peut influencer sur la santé des gens ou pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce jeûne hydrique, la première fois que je l'ai fait, ça m'a convaincu en fait. Tu vois, ça m'a convaincu. Et puis après, quand tu reprends une alimentation, tu as plutôt tendance à vouloir manger sainement. Tu vois, tu vas pas te jeter sur le McDo. Tu vois, tu vas plutôt faire plus attention à ton alimentation qu'avant le jeûne hydrique. Et puis quand tu reprends l'alimentation, tu te sens, laisse tomber, tu te sens tellement bien. Tu te dis, mais en fait, c'est ça la vie, tu vois, c'est ça le truc, c'est manger, faire attention à ce que tu manges, jeûner quand il le faut, et puis boire de l'eau, tu vois. Et donc, depuis cette époque, je fais un jeûne hydrique. J'ai converti énormément de personnes. Grâce aux réseaux sociaux, il y a énormément de personnes qui font des jeûnes. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui me connaissent en tant que le mec qui leur a fait découvrir le jeûne hydrique, qui les a persuadés de faire un jeûne hydrique. Et c'est une petite fierté parce que j'ai contribué à la bonne santé de beaucoup de gens, tu vois. Donc ça me fait plaisir. Et puis donc voilà, donc le jeûne hydrique, c'est vraiment un truc qu'il faut tester au moins une fois dans sa vie. Ceux qui nous regardent, regardez le documentaire Soigné par le jeûne. Je crois que c'est comme ça. Il y a le mot soigné et jeûne dedans. Et c'est Arte qui a fait ça et ça dure 52 ou 54 minutes, un truc comme ça. Et vous allez voir, ça va peut-être changer votre vision de l'alimentation. Juste pour rebondir sur ce que disait Terry, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir de dogme ou quoi que ce soit. Tout est dans l'intention. Je pense que c'est dans l'intention. À partir du moment où on a notre corps qui est quand même fait à plus de 70% d'eau et que l'eau est un élément vivant, chacun va y mettre la croyance qu'il veut. Hein. Il y en a qui vont, effectivement, c'est un peu comme tout, qui vont te mettre des rituels. Il y en a, ça va juste être dans l'intention. Moi, je rebondis vite fait, je fais une petite aparté sur ce que tu me dis, parce que si je voulais que tu en parles, c'est parce que je pense que dans la tribu, tout le monde connaît un petit peu mon combat et un peu comment je vois les choses. On est fait d'énergie. De toute façon, notre corps est fait d'énergie. Quand on regarde bien l'alimentation, sans monter super loin, hein, tu remontes dans les années 50, un petit-déj, c'était quoi? C'était du fromage, c'était du pain, c'était du beurre. Aujourd'hui, quand tu regardes bien, c'est des produits transformés comme des biscuits, comme des céréales. Et alors moi, j'invite les gens à regarder tout ce qui est les produits alcalins. Notre corps, en fait, il est bien fait. Notre corps, il est super bien fait. La nature, elle est super bien faite. Et le fait qu'on aille consommer tous ces produits avec, on va dire, des édulcorants, ces additifs, il y a un moment, si tu décomposes bien, on prend le langage des oiseaux, le maladie, c'est le maladie. Quand tout à l'heure, tu parlais de ta main et du fait qu'effectivement, il y a un moment, tu ne comprends pas pourquoi la douleur, elle n'est plus là. C'est au bout d'un moment, notre corps, il est obstrué par tous ces additifs, tous ces édulcorants, tous ces produits, effectivement. C'est ce qui va, après, je vais faire ma complotiste et après, je ne vais pas trop m'étaler dessus, c'est ce qui va générer chez nous des problèmes de santé. Hein. Donc, c'est bien voulu quand tu consommes des produits, effectivement, qui ne sont pas faits pour toi et qu'on t'impose bien les 3 repas par jour. Et ces problèmes de santé, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'après, tu vas aller consommer des médicaments pour te soigner. Ce qui fait qu'après, sans aller après dire que voilà, ça va engrosser ou quoi que ce soit, mais en gros, même l'alimentation, tout est voulu. Tout est voulu pour qu'aujourd'hui, il faut savoir que notre corps, sans rentrer dans le côté spirituel, c'est le vaisseau de ton âme. Sauf qu'aujourd'hui, on ne nous a pas appris, en fait, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. On ne nous a pas appris, on nous a appris avec des fausses croyances en nous disant qu'effectivement, on a besoin de telle quantité de protéines. Sauf que des protéines, effectivement, tu n'en as pas que dans la viande. Tu as de la purée d'amande, tu as plein de produits à côté où tu peux avoir des protéines et que ça ne soit pas néfaste pour ton corps. Et moi, je voulais vraiment que tu mettes en avant le jeûne hydrique. Pourquoi? Parce que même sans rentrer dans des dogmes, quand tu regardes bien, c'est un peu la chasse au trésor dans toutes les religions. Que ça soit chez les musulmans, on va te parler du ramadan, que ça va être chez les cathos, on va nous parler du carême. Comme je pense que c'est la chasse d'or, c'est la carte au trésor, un petit peu toutes les religions, il y a un peu d'indices qui sont semés un peu partout, c'est qu'effectivement, c'est un bienfait pour notre corps, on en a vraiment besoin. Et aujourd'hui, de toute façon, je pense que beaucoup de gens s'en rendent compte sans tomber dans l'extrême et d'être dans le vegan, c'est qu'aujourd'hui, on est nous-mêmes en train de creuser notre tombe avec notre alimentation et qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'écoute de notre corps, que ce soit au niveau des émotions, mais aussi de l'alimentation. C'est-à-dire, tu ne vas pas manger quand tu as faim, quand ton corps
en a besoin parce qu'on est chacun différent, on a des dépenses qui sont chacun différentes. Tu vas manger quand on te dit, hein, bon après on va rejoindre un petit peu le contexte actuel, quand on t'a dit de manger, bah, tu manges. T'as pas faim, bah, tu manges quand même. Et c'est ce qui fait qu'après, tu as un total dérèglement. Parce que tu n'écoutes plus à l'écoute de ton corps. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des problèmes alimentaires, hein, même avec la boulimie ou quoi que ce soit, c'est qu'ils n'écoutent plus leur corps et les besoins de leur corps. Pardon? Bien sûr. Ouais, c'est ça, l'envie et le besoin. Aujourd'hui, on a envie de manger sur des trucs parce que notre corps, on est habitué à se dire à midi on mange, j'ai envie de manger, à 20h je mange parce que j'ai envie de manger. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de manger? Non. Ah, bien sûr. On a vraiment... Et pour revenir à ce que tu disais, par rapport à parce que tu disais que c'était, tu t'as dit sans être complotiste. Tu sais, c'est un truc qui est ouf. Je l'entends tout le temps, ça, sans être complotiste. C'est-à-dire que maintenant, avant de dire quelque chose, il faut se justifier. C'est un réflexe. Ah bah, moi, j'ai pris l'habitude. Depuis un an, j'ai pris l'habitude. Hein, parce que des fois, je suis montée avec des théories où je me suis dit, comme dit Terry si bien, il faut juste laisser les gens, on laisse une porte ouverte, c'est-à-dire nous, on suscite l'appétence. Après, les gens, c'est à eux de faire leurs propres recherches. J'irai pas venir en disant j'ai la vérité absolue. Bien sûr que non. Et malheureusement, oui, aujourd'hui, bah, non, c'est plus une fierté d'être complotiste qu'autre chose aujourd'hui. Hein. On fait partie des gens qui sont éveillés. Il y a un moment, il faut peut-être un peu… Me chauffe pas sur ce terrain-là parce que je vais partir dans mes coups de gueule et ça fait longtemps que je me retiens justement dans mes coups de gueule. Mais oui, aujourd'hui, je pense que les gens, et c'est pour ça que je voulais absolument appuyer sur le jeûne hydrique parce que pour moi, c'est très important et c'est une façon aussi de se soigner, je pense, qui peut être beaucoup plus intéressante que d'aller consommer effectivement des médicaments et d'aller se créer encore une autre maladie qui va te créer encore une autre maladie qui va te créer une autre maladie et tu vas creuser ta tombe toi-même, quoi. Ouais, quand tu disais que l'alimentation a un rapport avec, te pousse à consommer des médocs, l'alimentation moderne, c'est pas pour rien que la plus grosse firme de l'agroalimentaire chimique et la plus grosse société de produits chimiques qu'on fusionné. Bayer, Monsanto, ils ont fusionné en 2017, tu vois. C'est les deux plus grosses firmes, l'un dans la chimie et l'autre dans l'alimentaire OGM. Donc, c'est bien parce qu'il y a une corrélation entre les deux. Clairement, l'industrie alimentaire nous rend malades et on nous récupère. Et c'est qui nous récupère? C'est l'industrie pharmaceutique. Tu vois, il y a une corrélation entre les deux et c'est pas être complotiste de le dire parce que ils l'ont montré en fusionnant les deux plus grosses sociétés chacun dans leur domaine. Mais non, mais c'est clair que l'alimentation aujourd'hui, c'est clair que c'est un des trucs les plus importants. Et comme on disait, mes enfants, moi, ils mangent quand ils ont faim. Ils mangent pas quand c'est l'heure de manger, par exemple. Tu vois, je suis séparé avec la maman, donc la maman, c'est un peu différent, mais ils savent que quand ils viennent chez moi, c'est eux qui viennent me dire, papa, j'ai faim. Tu vois, et là, ils vont manger. Mais sinon, c'est pas, ouais, alors les enfants, il est l'heure de manger. On s'en fout de ça. Ils mangent quand ils ont faim et j'essaie de leur donner des trucs qui sont bons pour eux et qu'ils aiment manger, tu vois. C'est là où on se rend compte qu'il y a tout à déstructurer de toute façon. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, le plus compliqué, c'est qu'il y a tout à déstructurer, pas qu'au point de vue médical, point de vue effectivement de notre gouvernement et de tout ce qui se passe au-dessus, mais c'est même au point de vue alimentaire, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette croyance de penser que effectivement, comme on nous a dit et comme il est dit qu'on doit consommer telle proportion de sucre, de protéines, on est tout le temps en fait on ne s'écoute pas soi-même. C'est un peu ce qu'on fait aussi dans la société aujourd'hui, c'est on ne s'écoute pas. On nous a appris aujourd'hui à être en mode pilote automatique. Voilà, c'est de faire les choses et de ne pas s'écouter soi-même et de ne pas écouter son propre corps. Voilà, c'est pour ça que c'était très bien de revenir sur ce gène. On voit pas, on ferme les yeux sur beaucoup de choses et on se rend pas compte aussi du jeu qui s'est joué pendant des années. Parce que quand on parlait de Bill Barrière, qui a investi dans plein de labos à travers le monde, qui a une fondation aujourd'hui, qui a des investisseurs ou des investissements un peu plus que discutables.
et qui aujourd'hui, après avoir s'être attaqué donc à la santé et compagnie, est en train de s'attaquer à l'agroalimentaire, justement. Et tous ces groupes-là, ouais, il est en train d'investir, il est en train de racheter plein de petites marques à droite, à gauche. Et ces gens-là, en fait, si tu regardes bien un peu avec toutes ces années-là et comment ils ont mené leur barque, il y a un groupe vraiment de personnes, les GAFA, là, comme on les appelle, ce groupe de personnes-là, qui sûrement a accès à des choses grâce à un autre groupe de personnes, mais c'est ces gens-là qui aujourd'hui se retrouvent propriétaires et au contrôle de beaucoup d'industries, tu vois, et au contrôle de monopoles, en fait. Donc, Mais ça, c'est... Pardon. Vas-y. Excuse-moi, Thierry. Je vous propose un truc. Ça, je t'ai dit, moi, je vois les choses encore plus grand. Ouais, c'était déjà grand. Comment tu veux, effectivement, qu'une population, elle soit malléable? Ben, tu la tiens pourquoi? Par l'argent, par la santé, Bah oui. Par l'alimentation. Bah oui. Si tu prends d'ailleurs cette pyramide de Maslow dont j'étais fan avant de connaître Monsieur Tesla, c'est la plus grosse enculerie. À partir du moment où on te dit de besoins primaires, te loger, te vêtir, tu pars déjà dans cette croyance que tu vas manquer d'eux. Donc c'est ce que tu envoies déjà comme croyance. Donc comment tu veux tenir des gens et qu'ils soient malléables? Et quand on voit aujourd'hui un peu tous les endormis, tous les moutons, ben, tu les tiens par l'alimentation, par leur santé. C'est tout simplement ça. Et c'est pour ça que ces deux secteurs ont bien fusionné et qui savent très bien comment ça marche parce que finalement, c'est comme ça que tu es soumis. C'est comme ça qu'effectivement, une population est malléable. C'est en jouant avec sa santé et c'est en jouant avec son alimentation. Et tout se tient au final quand tu regardes bien. Aujourd'hui, les gens, quand il y a eu ce confinement, enfin le premier confinement, tu as bien vu, ils étaient prêts à tuer leur mère pour aller acheter, excuse-moi, un rouleau de papier cul parce qu'ils avaient peur de manquer, parce qu'on a créé, c'est le mental. Aujourd'hui, on nous tient avec le mental. Hein. Le mental, notre ego, c'est on t'envoie cette information qui est la peur, et toi, tu ne réfléchis même plus avec ton âme ou ton cœur, tu réfléchis avec ton mental, la peur de manquer, la peur de tomber malade, la peur de mourir, la peur, tu es déjà en train de flipper du futur et tu ne profites même pas de l'instant présent, donc tu es déjà en train de projeter cette peur dans ton futur, donc tu crées ton futur puisqu'on le crée. Enfin voilà, c'était juste, je ne vais pas partir trop loin sur le sujet, ça sera un autre débat, mais l'alimentation et la santé, effectivement, c'est lié. D'où le fait que Bill Barrière... Bah, tout d'un coup, le mec, il fait tout. Hein. Il fait de l'informatique, il fait de la santé, il fait de l'alimentaire. Bientôt, il va être coach. Il va être coach aussi, hein. Coach en bien-être, coach en développement personnel. Je me demande même s'il ne va pas te créer une religion bientôt. Non, ça, c'est le travail de Bezos. Le mec, c'est un couteau suisse. C'est Bezos. C'est quoi Bezos, il a démissionné, en fait, et il est descendu de grade. Parce qu'il veut ouvrir, je pense qu'il veut ouvrir des centres de wellness, des centres de bien-être à travers les États-Unis. Il y a un délire comme ça, je crois. Je crois que c'est Bezos, mais il y en a un d'eux qui veut faire ça. Franchement, je me méfie des centres de wellness ouverts par des mecs comme ça, hein, je te le dis franchement. Il faut se méfier de plein de choses. D'ailleurs, le qui est qui. Je ne sais pas si on rebondit sur le qui est qui. On va enchaîner après. Juste, il y a F qui était là, qui voulait poser une question à Cyril. Ouais. Et on a aussi Kali qui est en attente. Vas-y. Pour la parole est à vous. Vas-y, alors. Alors, moi, je vous propose de... Ah, pardon. Je vous propose, pardon. Alors, je recommence. Je propose qu'on fasse monter F, il pose sa question à Cyril. Ouais. On enchaîne sur le qui es-tu, qu'on fasse monter après Kali. Vas-y, je sors. Je te laisse, Zaki. Ah non, ok. Salut mec. Yes. Yes, F. Ah, F, on t'entend pas là. On t'entend pas. Ah, censuré, hein, je crois. T'entends pas? Ah, t'as pas mis le VPN? Il a du matos défectueux ou quoi, F? Ah, t'entends toujours pas. F, on t'entend pas. Ah non, mais attends. Voilà, on va t'entendre. Ah ouais, si tu maîtrises pas la technologie, je peux rien. Ah ouais, bah, c'est toi aussi.
Attends, si la régie, ça va pas, je peux. La régie, ça va pas. La régie, ça va pas du tout. Bah, bonjour à tous déjà. Salut F. Yes. Voilà. Respect à Cyril pour tout ce qu'il a fait, parce que moi, je suis un fan de pied-point depuis que j'ai 13 ans et j'en ai 44. Merci, mec. Donc, j'allais dans tous les galas de Joël César, enfin, vraiment au tout début. On a beaucoup de gens en commun, et voilà, donc Totof, Stéphane Chauffourier, enfin, plein de gens. Ouais, les poteaux. En fait, moi, c'est des amis d'enfance de ma ville. Et en fait, je voulais revenir sur le jeune Idric. En fait, déjà, merci à toi parce que tu as donné une crédibilité à mes propos, parce que je n'arrivais pas à faire switcher les gens. Et les lives que tu as fait il y a 2 ans en filmant ton jeune sur Facebook, comme c'était toi, il y a des gens qui ont tenté le truc. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, les gens, c'est dur. Hein. Et pourtant, je parle de mon beauf, des un genre de gourou. Tu es en train de me dire que je suis un genre de gourou. C'est un gourou dans le bon sens, là. Ils ne vont pas finir à l'abattoir. Ouais, mais c'est là où c'est dans le bon sens et c'est là où c'est bien. Mais on voit que tout le monde est complémentaire, en fait. Toi, tu apportes le sujet et il y a un mec qui donne de la crédibilité à tes propos. Et en fait, le jeune Idric, je pense que, comme on parle souvent du deep state, je pense que depuis le début, en fait, depuis l'histoire de l'humanité, ils nous ont imposé 3 repas par jour. Parce que dans ton corps, en fait, tu as des ouvriers. Les 3 repas, ça fait pas longtemps. Hein. Les 3 repas, ça fait pas longtemps. Ouais, mais en fait, depuis qu'il y a l'industrie pharmaceutique, tout ça, je parle de cette humanité-là. Ouais. La nouvelle humanité. Ouais. Ils nous ont posé les 3 repas par jour, parce qu'en fait, dans notre corps, on a des ouvrières qui sont là pour réparer le corps humain. Et en fait, le système digestif, il utilise toutes ces ouvrières H24. Exact. Donc, quand tu manges et que, je sais pas, tu as une petite maladie, une petite infection, et ben ces ouvrières-là, elles n'ont pas le temps de le gérer. Elles mettent sur le côté, à la réserve. Et ça s'accumule, et après, ça se transforme en tumeur, en cancer. Et donc, une fois que tu fais le jeûne hydrique, c'est pour ça que les 3 premiers jours, ils sont ultra durs, ultra hard. Parce qu'elles attendent de la bouffe, en fait. Elles attendent à gérer ton estomac, il n'y a plus rien qui arrive. Et une fois qu'elles ont compris qu'il n'y a plus rien qui allait arriver, bah, tous les dossiers qu'elles ont classés, eh ben, elles gèrent tous les problèmes. Elles règlent tout. C'est-à-dire, comme il disait tout à l'heure, en fait, toutes tes cellules mortes, tes cellules infectées. Ça doit être un bordel là-dedans. Ah ouais, c'est un vrai bordel. Après, ces ouvrières-là, elles transforment toutes tes cellules infectées, tes cellules mortes en protéines. Et en fait, ça remet ton système immunitaire à 0, comme si tu venais de naître, en fait. J'aime bien ta façon d'expliquer la chose. Ça me rappelle, tu sais, le dessin animé qu'on regardait, là, il était une vie. Exactement. Ouais. Non, mais en fait, je suis pas médecin, donc c'est simple, en fait. Des ouvrières, des dossiers ne peuvent pas gérer. Donc voilà. Tu nous parles comme ça, ça marche bien, ça. Et tout, en fait, pour moi, a été mis en place pour ça, en fait, pour qu'on devienne malade. Ah oui. Ben, on traite, on soigne pas, on traite. Hein. Ouais, c'est ça. Alors que le jeune hydrique, ça va jusqu'à guérir des cancers en phase terminale. Ouais, les gens ne se rendent pas compte. Là, les gens, ils se rendent pas compte du truc. Attends, Alors, salut à tous. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver ou on n'a pas dit bonjour. Il y avait une question, Cyril, d'une personne qui demandait, alors je ne retrouve plus la question, mais qui demandait en fait si tu avais un potager. Non, alors ça, je sais qui ça c'est, je pense. Non, j'ai pas encore un potager parce que j'ai pas encore le jardin, mais j'aimerais changer d'endroit où je vis là et aller peut-être m'éloigner un petit peu de Paris et pour avoir un petit potager, tu vois. Ça me plaît de plus en plus cette idée d'être de plus en plus autonome, tu vois. Ah, c'est clair. Ah bah tiens, la tribu, c'est ce qu'on a parlé souvent, tout le temps. Là, il y a Terry qui nous a initiés avec Edmond l'avocatier. Ouais. Il a poussé pas mal de choses sur son balcon. Moi, j'ai un avocatier chez moi. Je suis dans le 93, j'ai un avocatier chez moi. J'ai fait pousser des fraises aussi. Et c'est vrai que ça n'a vraiment pas le même goût. Je vous assure que la laitue, pour ceux qui nous regardent, qui n'ont pas la chance de cultiver, la laitue, quand on peut la manger comme ça, sans vinaigrette. Ah ouais. Ah.
Ah, il a un invité, F. Ouais. Non, en fait, moi, je voulais juste dire ça, en fait, que tout est mis en place pour nous baiser. En tout cas, ta façon d'expliquer, elle était top. Elle était explicite. Mais plein de fois, j'ai essayé de te joindre parce que je sais que on a un ami en commun, Fabrice Salou, j'ai plein de fois devenu venir te voir et je devais venir avec lui pour parler de ça, en fait. Parce que moi, je te suis depuis les réseaux et j'ai vu ton switch de sportif. J'ai bugué. Ouais, non, j'étais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai complètement changé. Mon Insta, il a changé. Si tu remontes à mars, tu vas voir que le changement, il est assez radical. Je postais plus de trucs de combat et je postais que des trucs. Il y avait plus de sport, il y avait rien, en fait. Ouais. Bah, c'est un peu ce que j'ai fait aussi, moi. Dès que tout ça s'est arrivé, je me suis dit peut-être que ça peut être un truc qui peut aider un peu tout le monde à ouvrir le live et à laisser les gens venir s'exprimer, en fait. Ouais. Ça aide les gens, mais ça bousille ton entourage, en fait, parce que toi, tu es à fond dans ton truc. Bah, comme il lui est arrivé le coup du burn-out, moi, ça m'est arrivé très, très tôt. Donc, après, j'ai su gérer, parce que je l'ai fait tous les jours. Je faisais des lives tous les jours pendant près de 2 mois, presque 3 mois, j'ai fait tous les jours. Depuis mars, j'étais jusqu'à il y a quelques mois, là, depuis mars, j'étais, F, il peut te le dire, s'il m'a suivi, j'étais tous les jours, au moins 10 heures par jour je produisais des stories, j'étais une machine, mec. J'étais 10 heures par jour facile, minimum. Et si j'avais pas eu le bébé, je pense que ça aurait été grave. Ouais, parce que là, je me suis restreint du coup et tout. J'ai quand même fait en sorte. Je me rappelle le début des lives le matin en France. Alors qu'il était aux États-Unis, jusqu'au soir. C'était chaud. Mais voilà, après, du coup, voilà, on s'est rencontrés avec. Il y en a plein avec qui sur la tribune. Ça fait plaisir. On voit surtout, c'est de pouvoir s'exprimer, de voir que finalement, ça te fait du bien aussi à toi. Tu vois, quelque part, de pouvoir de dire ce que tu penses, même si peut-être que tu peux avoir une perspective et puis au final, tu vas te tromper et ça va être quelqu'un d'autre qui va avoir raison, mais c'est pas grave. Au final, tu as dit ce que tu pensais au plus profond de toi. Ça te libère. Si demain, moi, on me fait fermer ma gueule et on m'amène la preuve du contraire qu'il n'y a pas un petit groupe de gens qui essayent d'avoir des ouvriers et que tout le monde crée qu'ils n'ont pas créé un système pour qu'on travaille pour eux, en fait, que eux puissent se la couler douce, montrez-moi la preuve du contraire, tu vois. Après, comme il disait tout à l'heure Cyril, c'est pas un travail qui a été fait en vain, en fait. Moi, ça fait 15 ans que je me prends la tête là-dessus. Et dans les 14 années précédentes, tu ralliais 2-3 personnes à ta cause dans l'année. Sinon, pour tout le reste, tu étais un fou. Et la période du Covid, en fait, elle a fait exploser tout ça. Toutes les barrières ont sauté, les gens, parce qu'ils n'avaient plus rien à faire. Ils étaient cloîtrés chez eux, confinement. Donc, d'eux-mêmes, ils se sont mis à chercher. Et moi, je vois, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, je vois des mecs comme, je sais pas moi, comme Salim Laibi à Marseille, ces vues, elles ont explosé, en fait. Là, ils ont carrément fait sauter la chaîne, elle n'existe plus. Parce que ça commence à déranger. Là, c'est plus du complotisme, là, ça devient la majorité. Donc, les complotistes. Oui, mais parce qu'il y a une manière aussi, et c'est pour ça que nous, sur la tribu, aussi, on a changé 3 fois les lives de plateforme. C'est qu'il y a une longévité à avoir. Moi, depuis le début, on dit c'est une course de fond. Ce qui n'est pas important, le nombre de vues ou le nombre de gens qui vont te suivre ou quoi. Ce qui est important, c'est que le message y passe. Ça prendra peut-être du temps. Mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que il y en a qui ont été trop vite, il y en a qui ont fait que des affirmations. Et que nous, où on est resté un peu quand même en dehors de tout ça, c'est où on le fait sous forme de questions et où on s'assure aussi, tu vois, le fait de, voilà, il faut quand même se poser, avoir un peu de bon sens en fait. C'est ça qu'on demande. Même si nous, on est persuadé de choses,
on peut pas affirmer, il y a certaines choses qu'on peut pas affirmer tant qu'on n'a pas des preuves concrètes. Même pour nous, c'est inutile. Après, moi, je ne parlais pas du nombre de vues, en fait, pour dire qui est influent ou pas. Mais quand tu suis un mec depuis 10 ans et que du jour au lendemain, il triple ou il quadruple son nombre de vues, je te parle que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui s'intéressent au sujet. En fait. Ouais. Et après, quand tu as de l'expérience là-dedans, oui, mais il y a le côté. Mec, tu sais qui raconte de la merde et qui raconte pas de la merde, tu vois. Ben, ouais, mais il y a le côté, le côté choc, tu vois ce que je veux dire, ou le côté peut-être que ces gens-là, comment eux ils le font. Il y a aussi beaucoup de gens peut-être qui vont les suivre d'un seul coup parce que ils disent des choses, ils osent dire aussi des fois des choses, mais des fois ils vont trop vite dans le constat. Tu vois, il y a à peine une histoire où il y a à peine un truc qui est sorti et ils jouent sur le côté. Ils savent comment jouer sur cette communication-là. Ils jouent sur le côté ambigu. Maintenant, ils prennent le risque. C'est des gens qui se sont sûrement pris des procès ou qui se sont sûrement pris des trucs de diffamation. Ou, tu vois ce que je veux dire? Donc, si on veut, demain, on peut jouer ce jeu-là, Fab. On peut choquer les gens et avoir plus de gens, faire réagir les gens et venir. Mais si c'est pour avoir des gens qui viennent juste pour chercher du négatif, ça joue pas en la faveur du non, moi, les mecs dont je te parle, c'est pas des mecs qui prônent le négatif, hein, c'est des mecs qui apportent. Enfin, je sais pas si Cyril il suit ça. Après, on a une personne en attente pour la parole est à vous. On va le faire monter à ta place. Par contre, j'aimerais bien que tu reviennes pour le qui es-tu, hein? Mais je sais même pas ce qui est. C'est pas grave. C'est Teresa, c'est Mère Teresa. C'est Mère Teresa. Mère Teresa. Il y a beaucoup de choses à dire sur Mère Teresa et c'est intéressant de chercher des choses sur Mère Teresa. Peut-être qu'ils vont surprendre les gens. Peut-être qu'ils vont... À tout à l'heure, normalement. Ça marche. Salut. Vas-y, bonne fin de soirée. Voilà. Super. Alors, Cyril, tu veux rester avec nous pour la parole est à vous? Non, je vais y aller, les gars. En tout cas, ça a été super cool de me recevoir. J'espère que j'ai pas été trop. Des fois, je suis un peu farfelu. J'ai l'impression dans mes propos dans tous les sens. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment avec la tribu et puis je reviendrai. Ça marche. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ton temps. Il n'y a pas de problème. Ça a été un plaisir. Portez-vous bien, les mecs. Ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt.